Avant que la conférence commence, je remercie nos partenaires pour nous avoir vu faire participer en nous l'Université de Rennes, le CVEC, le CRUS, la LANIO pour la communauté, l'association des élèves de l'ENSA. Nous avons remercié Mme Roy, M. Guénet, M. Perquin et M. Chine pour la conférence que nous vont nous faire. Les machines toutes les paroles. Merci beaucoup pour nous avoir offert l'occasion de parler non seulement sur notre. Vous m'entendez tous? Parfait. Donc, je vais reprendre. Merci beaucoup pour cette occasion pour parler non seulement des sujets de recherche sur lesquels nous travaillons à l'ELISA de l'administration, mais aussi pour nous permettre de parler de sujets qui touchent autour, en fait, et parfois qui nous intéressent d'un point de vue personnel. Moi, je suis intéressé par tout ce qui va être histoire du son, histoire et entendre. Je pense que c'est un certain intérêt en fait, de revenir au son, justement, de comprendre, de se rappeler ce que c'est, comment ça commence le son, et comment on est arrivé là où on est aujourd'hui. Sans plus de délai, alors peut-être avant ça, je vais vous rappeler donc, du coup, ce qu'on va faire exactement. On va faire deux parties en fait dans cette présentation. La première partie, c'est centré sur le son et l'histoire de l'enregistrement du son. Donc, je vais introduire pas mal de points historiques, mais aussi d'aspects en fait, fondamentaux sur le son. La deuxième partie, ce sera sur notre sujet de recherche, 4, la synthèse de la parole, à partir du texte. Et il y aura une autre acte de 10 minutes entre les deux. Donc, tout d'abord, je commence avec juste deux slides pour montrer exactement ce sur quoi on parle dans cette présentation. Non pas que les sujets qui sont autour ne soient pas intéressants, ils le sont, mais nous, on va parler vraiment. Donc, on va parler, par exemple, des applications de la synthèse de la parole, ce que c'est exactement l'intelligence artificielle, comment on se passe dedans, etc. Donc, on va pas faire de réflexion philosophique dessus, non pas que ce soit des sujets qui soient très importants et qui soient tout à fait légitimes. C'est juste que là, on est plus sur l'aspect éthique et historique. Et évidemment, le match de France-Angleterre, c'est pas maintenant, c'est plus tard, c'est donc un peu moins de 2 heures. Donc, ce qu'est cette intervention, justement, c'est avant tout une présentation technique sur les fondamentaux de l'enregistrement audio, comment ça a été fait au début, comment c'est fait maintenant, on va voir que c'est pas très différent, et ensuite, comment on fait pour passer de l'enregistrement de l'audio qui vient de l'humain à la restitution d'audio qui vient non plus d'un humain mais de la machine. Donc, cette première partie, qu'est-ce que le son? C'est moi qui vais l'animer et après ce sera mes collègues dans la deuxième partie. Donc, déjà, de base, on peut poser la question élémentaire, c'est qu'est-ce que c'est que le son, Donc, une définition, le son a une définition relativement claire, c'est une vibration, une onde qui se propage dans un fluide. Donc, généralement, on parle de l'air, généralement, ce à quoi on fait référence, sans même le citer, la plupart du temps, c'est une propagation dans l'air, mais ce n'est pas forcément le cas. Ce n'est pas non plus forcément toujours une propagation dans le même air que l'air terrestre, par exemple. Le son se propage, par exemple, dans l'atmosphère martienne, mais il a des propriétés très différentes dans ce cas de figure. Donc nous, ici, évidemment, on s'intéresse à la propagation du son dans l'atmosphère terrestre. Et cette propagation, donc c'est celle d'une onde qui est générée, donc ici, par exemple, sur la petite image, par un tambour sur lequel on tape, donc ça fait une vibration de l'air qui se propage et qui est captée par notre oreille, où on va avoir en fait un conduit qui va canaliser l'onde
Puis ensuite, ce qu'on va appeler le marteau et l'enclume, qui vont être agités, activés par l'onde sonore et qui vont pousser en fait donc à enregistrer cette onde et l'envoyer vers le cerveau. Donc comment nous on joue et on enregistre du son maintenant par une machine? En fait, c'est quasiment la même chose que ce que je viens de montrer avec l'oreille. Donc là, sur ce slide, vous voyez sur la gauche une version schématique de comment on fait si on n'a absolument aucune électricité. Et ça, c'est un truc auquel je tiens bien, hein, c'est de montrer que l'enregistrement du son, c'est pas seulement quelque chose que vous allez faire avec votre smartphone ou avec la table de mixage qui est là ou le micro que je tiens en mes mains, etc. On n'a pas besoin d'électricité pour enregistrer du son. Le son, c'est un phénomène physique qu'on peut capter uniquement grâce à d'autres phénomènes, à ce phénomène physique justement, et à des systèmes mécaniques. Donc, justement, dans un système qui se passe de toute électricité, hein, comme celui qui est à gauche, on va avoir donc un gramophone, comme celui qui est ici, que je vous montrerai après, qui va lire un disque. Donc aujourd'hui on porte le vinyle, là ça c'est pas exactement des vinyles, mais peu importe. Ce disque va avoir une aiguille qui va se placer sur un sillon. Le sillon qui a enregistré le son, donc il va faire bouger cette aiguille, et cette aiguille va agiter une membrane qui est ici en jaune. Cette membrane, en s'agissant, va générer une onde de la même manière que le tambour dans le slide précédent générait une onde. Cette onde, elle est vraiment pas très forte. C'est une membrane. D'ailleurs, je vais vous en donner un exemple. Ici, j'ai justement ce système. Donc, vous voyez, là, vous avez l'aiguille, et là, vous avez la membrane. Donc, cette membrane, elle est à l'extrémité d'une chambre de résonance, dont l'intérêt n'est pas d'amplifier le son stricto sensu, mais est plutôt de faciliter sa transmission à l'air. Et là, vous avez peut-être déjà vu un exemple qui est typique, en fait, qu'on utilise pour présenter ce phénomène, qui est celui du diapason. Donc, si vous prenez un diapason et que vous tapez dessus, vous allez avoir une vibration et vous n'entendez pas grand-chose. Par contre, si vous posez ce diapason sur la Terre ou sur une boîte de clé de résonance, là, vous allez vraiment entendre quelque chose. Qu'est-ce qui se passe exactement? Il n'y a pas d'amplification. Là, on est juste en train de faire passer la vibration dans un support qui est plus grand et qui est capable en fait de conduire en fait les fréquences qui nous intéressent et qui a cette vibration. Donc ça c'est ce qui se passe dans cette petite chambre là. Ensuite on va la mettre dans un cornet acoustique. Voilà. Et encore une fois, le cornet acoustique généralement on l'utilise pour on dit que c'est quelque chose qui permet d'amplifier la voix. Ça n'amplifie pas grand-chose en réalité, hein, c'est pas ça l'idée. Simplement que ça permet de faire résonner les ondes. Donc les ondes qui ont été transmises par la chambre de résonance. Ce qui est bien, c'est que du coup, ça signifie que c'est des ondes qui m'intéressent avec les campus. Et donc, on va... Bonjour, là. Et donc, en fait, là, vous avez... je ne sais pas si vous allez entendre. Donc là, vous entendez le son. Si je fais la même chose sans le cornet, vous entendez un son un peu différent. Et si j'enlevais la chambre de résonance, vous n'entendriez rien du tout. D'ailleurs, je peux le faire. Hop. Évidemment, vous entendez rien. Donc l'idée, hein, là, c'est vraiment de permettre à l'onde de se propager dans un support plus grand, puis ensuite de la faire résonner pour qu'on l'entende mieux. Sur un haut-parleur moderne, en fait, on a quasiment le même système, sauf que comme on a une énergie électrique, on n'a pas vraiment besoin d'amplification. Donc ce qui se passe, en fait, c'est qu'on va avoir ce qui est sur le slide de droite. On va avoir un aimant qui va être activé donc, par un signal électrique. Le signal électrique va pousser cet aimant en fait, à faire contracter ou repousser une membrane. La membrane qui est exactement la même chose en réalité hein,
cette membrane que vous avez ici. Hein. Elle n'est généralement juste pas dans le même matériau, généralement on est fait en carton, les membranes, mais ce n'est pas forcément toujours le cas. C'est plus une considération technique qu'autre chose liée au courant électrique qu'on fait passer dans l'élément. Il y a des membranes en métal, par exemple, dans les systèmes électrostatiques. Et en gros, cette membrane va vibrer. Sauf que, en fait, comme on a ici quelque chose qui est beaucoup plus puissant que la seule vibration mécanique qui est due à un stylet qui bouge, on n'a pas vraiment besoin de beaucoup d'amplification. Surtout, vous voyez que le haut-parleur a une forme de conduire justement les ondes dans la bonne direction. Donc maintenant, comment on fait pour capter le signal? En réalité, dans un micro ou dans un système comme celui-là, un système totalement acoustique, en fait, c'est exactement la même chose, mais en inversé. C'est-à-dire que on va prendre l'audio qui va venir par exemple, dans mon cornet acoustique, là, je vais le canaliser de la même manière que le pavillon de mon oreille permet de canaliser le son dans le conduit auditif. Et ça va arriver en bout ici, dans la chambre de résonance, qui va faire vibrer la membrane. Et la membrane étant raccordée à l'aiguille, la membrane va faire vibrer l'aiguille. Et tout ce qu'on fait, c'est qu'on va enregistrer, on va laisser vibrer l'aiguille dans un support. Ça peut être du papier, ça peut être de la cire, ça peut être un truc. Et cette vibration, c'est elle qui va transcrire le son directement depuis l'onde qui s'est propagée. Et c'est exactement le même système dans un microphone moderne. Vous allez avoir encore un aimant avec une membrane, et la membrane va vibrer en fait et va être transcrite. Et cette fois-ci, c'est la vibration de la membrane qui va transcrire le signal électrique via en fait l'interaction entre l'aimant et le courant. Donc, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que comme c'est la même chose, en fait, on peut les inverser. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait, par exemple, prendre un haut-parleur et le transformer en micro, ou inversement. D'ailleurs, vous avez peut-être déjà entendu parler en fait, de gens, de hackers, qui ont utilisé le haut-parleur d'un ordi comme micro, et qui ont été capables d'enregistrer des gens depuis leur ordi. Parce que c'est exactement la même chose derrière. C'est simplement qu'on inverse le fonctionnement. Donc, si j'en reviens du coup à l'autre de l'enregistrement audio, l'autre de l'enregistrement audio, c'est vraiment il y a très longtemps. C'est cette idée en fait de canaliser l'onde puis de la balancer sur une membrane et qui va faire vibrer un stylet. En fait, elle est vraiment vieille. Quasiment du moment où on s'est rendu compte que l'air c'était une onde. Donc vous avez un premier exemple, par exemple, donc, celui du phonographe, pardon. Donc le phonographe, c'est celui qu'on crédite actuellement, en tout cas, dans les termes de pleine connaissance, comme les plus vieux enregistrements connus. Donc celui que je vais vous passer, il a 2-3 ans de moins que le plus vieux qu'on connaisse. Le plus vieux qu'on connaisse, c'est vraiment horrible. Là, vous allez voir, c'est déjà horrible. Donc ça, c'est la reconstruction d'un enregistrement de 1860. Donc en gros, l'enregistrement, il a été fait sur du papier. Et l'inventeur, Léon Scott de Martinville, il ne pensait pas pour le lire. D'ailleurs, l'idée n'est pas de lire pour l'écouter, c'est simplement de transcrire l'onde sonore sur du papier pour pouvoir ensuite l'étudier. Mais comme on avait les caractéristiques du phonographe et l'onde elle-même qui était préservée sur du papier, on peut aujourd'hui en fait relire ce phonogramme et reproduire le son qui a été enregistré. Alors, vous allez voir, ce n'est pas de la très grande qualité, bien au contraire, mais je vais vous demander d'essayer de reconnaître en fait ce qui est dit exactement, dit ou chanté.
Vous l'avez peut-être reconnu, hein, c'est effectivement une chanson française relativement populaire. Hein. Non? Au clair de la lune, exactement. Donc, au clair de la lune, chanté très très lentement, mais au clair de la lune quand même. Bon, les débuts sont toujours difficiles, hein, comme vous le voyez, mais on a bien progressé depuis. Donc, après, il y a eu l'invention du téléphone qui a permis, qui a donné des idées à Edison. Edison s'est dit, bah, tiens, on va essayer de l'enregistrer et de le jouer. Bon, en réalité, il n'avait pas connaissance du phonographe Edison quand il a fait ses expériences, mais en 1877, il a fait donc, le phonographe, c'est-à-dire un système qui était à la fois capable d'enregistrer et de reproduire du son. Alors, il n'y a pas ces enregistrements initiaux, par contre, parce que les enregistrements initiaux d'Edison étaient faits sur des feuilles de métal très fines, hein, des feuilles d'étain, si je me souviens bien. En fait, après une ou deux écoutes, en fait, ça se détruisait, le support se détruisait totalement. Donc là, par exemple, le plus vieux enregistrement que j'ai pu trouver, hein, vous pouvez trouver, donc, vous avez un certain nombre de liens ici pour retrouver les extraits. Et plus encore. Vous allez voir qu'il n'y a pas de téléphone non plus. Et enfin, l'évolution techniquement la plus importante, hein, c'est celle du gramophone. Donc là, jusqu'à maintenant, on était soit sur des enregistrements papier, soit sur des enregistrements sur des cylindres, comme celui-ci. Donc, on met le cylindre sur un axe, on fait tourner cet axe à 130 tours par minute, et on va graver dans de la cire, pas forcément de la cire à la base, hein, à la base c'était plutôt, comme je disais, des feuilles d'étain, le son, puis on va le rejouer directement. Ça posait un certain nombre de problèmes, notamment pour le stockage, c'est un système qui prend énormément de place, on peut mettre de l'eau sur un seul côté, pas mal de problèmes. Mais Edison se disait que c'est une super idée parce que voilà, le cylindre, ça a des avantages. On fait toujours exactement la même révolution, la même distance en fait, quand on fait une révolution, donc, on n'a pas les problèmes du disque. Parce qu'un disque, si vous allez enregistrer, voilà. Donc le disque, évidemment, quand vous tournez sur la première révolution, vous avez beaucoup d'espace pour stocker des données. Quand vous arrivez à la fin, il faut savoir que la vitesse est constante, donc en fait chaque tour sur le disque, il prend autant de temps, et vous avez beaucoup moins de place pour stocker la même information. Je me suis dit, c'est nul le disque, c'est une très mauvaise idée. Sauf que, pour les élèves ingénieurs dans la salle, d'ailleurs, c'est une bonne leçon. Au final, étant donné la qualité qu'on avait à l'époque, et la qualité qu'on a aujourd'hui avec les pieds modernes, en fait, ça fait quasiment aucune différence, cet écart de distance, enfin cet écart d'espace pour enregistrer les données. Donc en gros, Edison avait dit, moi je fais des cylindres, alors c'est très bien, techniquement c'est une idée, mais en pratique, en fait, ça n'avait pas vraiment d'intérêt. Et monsieur Wiener, 10 ans plus tard, s'est dit, non, en fait, c'est probablement très bien, les disques. Il a fait des disques. Donc c'est quasiment le même système, hein, l'enregistrement. Sauf que vous l'enregistrez sur un système, vous enregistrez sur un disque. Et ça a donné des résultats qui étaient tout à fait honnêtes. l'époque. Évidemment, on se rend compte que même c'était pas, il restait encore pas mal de chemin à faire, mais ce chemin il a été fait donc par raffinement en fait de la technique.
en rien que 10-15 ans, on arrivait à ce genre de résultat. D'autant plus qu'ici, il y a plein de problèmes, hein, notamment le fait que l'orchestre soit assez loin de l'entonnoir. Donc, on ne capte pas énormément, d'audio, d'ondes sonores. Donc, c'est assez difficile de faire un enregistrement de qualité. Et pourtant, on y arrivait. Alors, notamment avec vraiment des cordes acoustiques gigantesques, hein. Et d'ailleurs, parfois, des cordes acoustiques qui se divisaient en plusieurs morceaux. Donc, on avait un seul cornet qui se divisait, qui donnait 3 énormes cornets. Et les musiciens étaient devant assis la musique le plus fort possible, parce qu'il fallait que ça passe dans l'air. Et ça avait un peu d'image. D'ailleurs, les fréquences qui passaient, en fait, c'était surtout les fréquences qui sont relatives à la parole humaine, c'est-à-dire entre 400 Hz et 3-4 Hz maximum. Tout le reste, ça partait. C'est pour ça qu'on entend un peu un son relativement étouffé. Pour cette raison et d'autres. Donc, qu'est-ce qui se passe exactement quand on fait un enregistrement? Eh ben, un disque, hein, c'est un sillon qui correspond à un mouvement horizontal ou vertical et qui va faire une révolution autour, jusqu'au centre. Depuis l'extrémité jusqu'au centre. Ou l'inverse d'ailleurs. Au début, il y a vraiment une faune d'idées différentes, hein. Vous avez par exemple des disques qui commencent à l'intérieur et qui arrivent à la fin. C'est assez courant en fait dans les premières années. Donc, si vous faites une version un peu plus rudimentaire d'un disque, là, vous voyez l'image qui est sur la gauche, vous voyez qu'en fait, vous avez des vibrations là, qui sont retranscrites horizontalement. C'est ça en fait. N'importe quel disque, celui-là par exemple, c'est ça si vous zoomez suffisamment loin. Donc, si vous regardez sur l'image de droite, correspond à un zoom sur un disque à micro-sillon moderne. Vous voyez que vous avez une sorte de vallée là, avec justement des mouvements horizontaux. Donc sur les flancs de la vallée, c'est creusé plus à certains endroits qu'à d'autres. Et ben c'est justement ça, c'est l'onde sonore qui a été retranscrite directement sur le disque. Donc en fait, c'est techniquement une visualisation de l'audio, hein, ce truc-là. Sauf que c'est trop petit pour qu'on puisse vraiment le regarder. Donc, à l'origine, on avait des disques qui étaient faits de plein de manières différentes parce qu'il y avait plein de fabricants différents. Au fil du temps, c'est devenu en fait un peu plus standardisé. C'est devenu le 78 tours, ou disque à sillon, comme ce disque-là. Et plus tard, donc, dans les années 48-49, sont apparus des disques qu'on appelle disques à micro-sillon, qu'on appelle aujourd'hui 33 et 45 tours. Mais tous ces disques-là sont basés sur le même système. Donc, je vais vous faire une démonstration justement d'un disque à sillon. Donc, pour la démonstration, je vais vous jouer la tarentelle napolitaine, qui est chantée par Enrico Caruso. Donc, Enrico Caruso, c'est un des premiers ténors à avoir chanté sur le gramophone et le phonographe. Il y a même un adage qui dit on ne sait pas si c'est Caruso qui a fait le phonographe ou si c'est le phonographe qui a fait Caruso. En fait, l'idée, c'est que Caruso avait vraiment une voix qui était particulièrement adaptée à l'enregistrement sur les systèmes de l'époque, dans les systèmes acoustiques. Et il a enregistré entre 1902 et 1921, l'année de sa mort. Donc là, le système sur lequel je vais jouer ça, c'est un gramophone des années 1920-1930. Donc, vous avez ici la caisse de résonance, la chambre acoustique, la membrane est à l'intérieur. Vous avez une aiguille que j'ai placée déjà, et là vous allez l'entendre.
Vous avez un plateau qui est remonté directement par manivelle, donc il y a zéro électricité là-dedans. Et vous avez un régulateur, un gouverneur, qui vous permet de régler la vitesse à laquelle ça va tourner. Et donc, vous avez aussi un endroit, si les gens qui le veulent peuvent venir à l'entraque pour regarder de plus près et discuter de ce système. Donc, vous avez un tas d'aiguilles en fait, qui sont prêts, là, parce que, en fait, à l'époque, on met des objets qui font 200-300 grammes, même ici, la chambre elle est très très lourde, sur les disques. Donc, évidemment, ça fera beaucoup de friction très rapidement si on ne fait rien, et ça peut détruire le disque très rapidement. Donc, ce qui se passait, c'est qu'on mettait une aiguille en fait, en métal qui était très friable. Et du coup, c'était ce métal, le métal de l'aiguille, qui se dégradait le plus rapidement. Donc en fait, à chaque lecture du disque, ben, on use une aiguille et on la met à la poubelle. Donc vous allez voir, même sans électricité, on peut faire des trucs qui jouent très très fort. Qui partent en courant. Le but, c'est ça, de vous retrouver. Merci. Ouais. C'est un peu et on va couper le micro. Ce qu'on peut faire pour désinfecter sur ce système, c'est très simple. Vous prenez un vêtement, par exemple, une chaussette ou autre chose, et vous le mettez en corner ici. Rudimentaire, ça fonctionne. Donc, l'idée, c'est que maintenant que j'ai joué le disque, ce truc-là, ça ne sert plus à rien, je peux le jeter, et j'en ajoute un prochain pour la prochaine lecture. Alors, l'intérêt de ce système, c'est que ça ne dégrade pas le disque, effectivement, mais ça a aussi des avantages. C'est-à-dire qu'on peut changer la taille en fait, de l'aiguille, la rendre plus épaisse ou moins épaisse, pour que le mouvement qui est entraîné donc par la lecture du sillon sur la membrane soit plus ou moins important. Et donc, en fait, ça va revenir à jouer plus ou moins fort. Donc là, ça va être un autre contrôle qu'on va pouvoir avoir sur la restitution du son. Donc après, effectivement, quand on veut le retourner à nouveau, on va tourner le visuel pour remonter le ressort qu'il y a à l'intérieur et on est reparti pour un tour.
Donc au début, les disques ils se dégradaient très rapidement, c'est-à-dire que les premiers disques de la pratique, il y avait même parfois des vendeurs qui vous disaient ok, bah, vous jouez 100 fois ou 150 fois, il est bon pour la poubelle, vous nous le ramenez et on vous donne un neuf. Après, la technique s'est un peu améliorée, mais ça reste des supports pour lesquels qui se dégradent relativement rapidement. Et généralement, on ne les joue pas trop sur ce genre de système parce que effectivement, on est en train de dégrader le disque. D'ailleurs, un point important, donc ces disques-là, vous pouvez tout à fait, c'est techniquement possible de les jouer sur une platine moderne, mais jamais utiliser de cellules stéréo pour jouer ces disques-là, parce que ce que vous faites, c'est qu'une pointe, en fait, un saphir d'une cellule stéréo est extrêmement fin, parce que les disques à micro-sillon ont des sillons un sillon qui est beaucoup plus fin. Du coup, en fait, ça va aller en profondeur et ça va détruire le disque. Donc, ça ne fait pas énormément, ça ne va pas le faire en une seule fois, etc. Mais ça contribue à détruire le disque beaucoup plus rapidement. Donc généralement, si on veut jouer ça sur une platine moderne, on va déjà utiliser un saphir pour 78 tours, et on va utiliser aussi d'autres systèmes parce que celle-là, c'est du mono, c'est pas de la stéréo. Et du coup, si vous jouez ça sur leur platine stéréo, vous allez avoir énormément de bruit qui vont être rejetés par-dessus. C'est pour ça que les gens, quand ils jouent ce genre de disque de leurs parents ou grands-parents sur leur belle platine stéréo dans les années 70-80, ils se sont dit, monsieur caca, ça c'est vraiment nul. En fait, non, c'est simplement qu'ils le jouaient très mal avec le mauvais matériel. Et c'est quelque chose qui se fait encore aujourd'hui. Alors, prudence, ce genre de matériel demande du matériel de lecture spécifique. Et donc, assez rapidement, je vais vous donner quelques dates clés concernant l'évolution de l'enregistrement. Donc, en 1906, vous avez un truc extrêmement important qui est l'invention de la triode qui permet d'amplifier un CD électrique. Et c'est grâce à ça qu'on a pu commencer les premiers enregistrements électriques dès 1925. Donc, par exemple, ce disque-là, qui est lui aussi un 78 tours, est un enregistrement qui date d'après 1925, contrairement à celui-ci. Et si je le jouais, vous voyez que là, ça fait vraiment beaucoup plus de bruit. Donc, en 1910, le disque a complètement supplanté le cylindre. Et à partir des années 1928 à 41, on a commencé à voir apparaître le magnétophone au fil d'améliorations successives. Donc, le magnétophone, c'est vraiment ce qui est enregistrement par bande magnétique. Donc, là, vous avez un exemple de bande magnétique. Et vous en avez un exemple en photo en haut à droite. Donc ça, c'est vraiment c'est le premier système qui permettait de restituer de l'audio en haute qualité. Donc généralement, on dit, j'ai déjà entendu des gens dire, ok, si ça commence qu'avec le numérique, c'est totalement faux. Ça commence avec le magnétophone dans les années 40. Évidemment, c'est deux mondes qui sont relativement différents et qui ont leur propre spécificité. Mais on peut tout à fait enregistrer de très très haute qualité avec des supports tels que le magnétophone. Et on peut bien évidemment le faire avec le numérique. Donc ensuite, 48, on arrive avec le disque à micro-sillon, avec le 33 tours, un tiers, puis le 45 tours en 49. Les enregistrements stéréo arrivent en 1956, inventés. En réalité, ils arrivent dans les années 50-60, fin 50, début 60. On a la cassette qui au départ était relativement nouvelle. La cassette audio, c'est seulement une miniaturisation de magnétophone. On a l'arrivée du second nomade, qui est le premier baladeur nomade, puis l'arrivée du compact disque, puis celui de l'iPod, puis enfin le streaming, et c'est l'étape à laquelle on est aujourd'hui. Donc, un petit point sur la stéréo, justement, la stéréo, c'est ce que vous avez sur vos disques vinyle chez vous. Donc la stéréo, c'est justement une dimension en plus qu'on ajoute. C'est-à-dire que vous avez vous avez un enregistrement pour l'oreille droite, un enregistrement pour l'oreille gauche. Comment ça se transcrit sur un vinyle?
ben, au lieu d'avoir un seul sillon qui va varier donc, en hauteur ou plus généralement en largeur, enfin horizontalement, pardon, vous allez avoir le même sillon, mais pour lequel il va y avoir une distinction du côté gauche en fait, du sillon et du côté droit. Donc le côté gauche va encoder la partie, enfin le son de la partie gauche. Donc vous allez avoir des renforcements particuliers pour la partie gauche et d'autres renforcements pour la partie droite du sillon. Et ensuite, vous allez avoir votre aiguille là qui va lire en fait les deux côtés à la fois. Et vous allez avoir un signal électrique qui va aller d'un côté et de l'autre, deux amplifications différentes, une pour chaque signal, gauche et droite, et puis ensuite on envoie ça directement à l'enregistrement. Donc maintenant je fais ce petit historique en fait, de la parole, je vais passer, du son, je vais passer sur comment on analyse, comment on visualise en fait, ce son. Donc le son, on peut le décrire avec un certain nombre un certain nombre de points, donc, par exemple l'intensité, la puissance acoustique, la périodicité, si on bien pas, etc. Et on a généralement deux manières importantes de visualiser. C'est la visualisation temporelle et la visualisation fréquentielle. Donc, en termes de fréquence, on parle ça souvent, l'être humain est capable d'entendre des fréquences qui vont environ de 20 à 20 000 Hz. C'est variable, ça dépend des individus. Certains individus ont de la chance, d'autres un peu moins, et ça évolue avec l'âge. Une personne de 80 ans ne va pas du tout entendre jusqu'à 20 000 Hz, moins de 20. Et où il y a des animaux qui sont beaucoup mieux dotés que nous et qui peuvent entendre une gamme de fréquences qui est beaucoup plus importante. Donc, qu'est-ce que c'est que la visualisation temporelle? En fait, c'est la même chose que vous avez par exemple sur ce disque. On va regarder qu'est-ce qui se passe au fil du temps. Ici, vous avez un exemple avec une forme d'onde. Et on va simplement dire, à tel moment et tout, on avait telle puissance électrique, je ne vois pas de la puissance, mais telle intensité. Puis à tel moment, après, on a telle intensité, etc. Et ça varie avec le temps. Généralement, ce n'est pas ce qu'on utilise pour analyser le son, parce que ça ne nous donne pas beaucoup d'informations. Ce qu'on utilise, c'est plutôt tout ce qui va être dans le domaine fréquentiel. Donc là, on a une représentation qui est beaucoup plus riche. Donc, où on a le temps, donc en abscisse, la fréquence en ordonnée, et la couleur que vous voyez là, qui représente en fait les endroits où il y a de l'énergie, en fonction des fréquences. Donc, par exemple, ici on peut dire que dans toutes les fréquences basses, environ jusqu'à 400 000 Hz, vous avez beaucoup d'énergie, c'est ce qui est en jaune, jaune et en blanc. Donc là, vous avez ce que vous voyez là, en fait, c'est de la parole humaine. Vous voyez effectivement que tout ce qui est autour, là, il y a juste un petit peu de son ambiant, et pas grand-chose d'autre. Sur le côté, vous avez une autre visualisation qui est une analyse de la fréquence. Donc vous regardez un endroit particulier du signal et vous regardez quelles fréquences sont les plus importantes. Mais maintenant, je vais me raccrocher justement à ce que vont évoquer mes collègues. C'est le lien justement entre parole et écrit. Comment on passe de la simple reproduction de son, l'enregistrement de sa reproduction, à la génération pure et simple de paroles qui n'existent pas encore. Et là, je vais vous donner deux, trois éléments importants à garder à l'esprit pour cette partie. C'est avant tout la différence entre ce qu'on dit et ce qu'on va effectivement écrire. Donc si par exemple je demandais à un système de synthèse de la parole du latin de me dire ça, comment il le prononcerait? Est-ce qu'il dirait Veni Vidi Vinci? Est-ce qu'il dirait Veni Vidi Vinci? Est-ce qu'il dirait Veni Vidi Vici? Ou est-ce qu'il dirait plutôt quelque chose comme Weni Wedi Winki? Ou peut-être autre chose encore. Donc, plus généralement, en prononciation du latin reconstruit,
on va plutôt dire la dernière chose. Donc, César aurait plutôt dit Wedi Weni Vinci plutôt que Vedi Vini Vici, par exemple. Et ça, c'est une prononciation qu'on n'a pas forcément à l'esprit si on n'a pas fait de latin. La raison pour laquelle on a ça, c'est que le temps va tendre à déformer la parole beaucoup plus rapidement et aura tendance à déformer le texte. Donc souvent, le texte va conserver des éléments relativement archaïques qu'on a dans nos langues, donc des choses qui correspondent à des phénomènes qui étaient effectivement parlés à certains moments, mais qui ne le sont plus, et on va passer sur un langage qui, lui, par contre, vit beaucoup plus vite et qui va changer beaucoup plus vite, et donc se tendre à devenir de plus en plus différent de ce qui est effectivement écrit. Et on le voit en français, hein, il y a énormément de choses qu'on écrit mais qu'on ne prononce pas, comme les T à la fin, etc., les ER, ça. Tout ça, c'est des différences conséquentes entre l'écrit et le parlé. Et c'est un problème relativement conséquent pour la synthèse de parole, parce que justement, il faut résoudre tous ces problèmes-là. Il faut réussir à convertir quelque chose qui correspond en partie à des prononciations archaïques à quelque chose qui correspond à notre prononciation qu'on veut vraiment faire. D'où l'utilité de la phonétique. Mais c'est pas tout, c'est loin d'être tout en fait. Le son va aussi nous permettre d'ajouter des éléments qui ne sont pas transcrits, qui ne sont pas dans l'écrit. Par exemple, si je dis la phrase « il fait beau », c'est pas la même phrase que si je dis « il fait beau » ou encore « il fait beau ». Ou encore, si je fais simplement partie si la phrase fait partie en fait d'une autre, plus longue, donc il fait beau. Donc ça, c'est une différence qu'on va voir et que je réussis. Ici, j'arrive à retranscrire parce que j'ai de la ponctuation. Mais si je commence à m'énerver et que je dis il fait beau, je transcris aussi quelque chose qui n'est pas du tout à l'écrit. Le fait que j'étais énervé. Donc, tous ces éléments-là, c'est des choses que, quand on va générer avec de la synthèse de parole, on ne sait pas, en fait, on veut les reproduire, mais on n'a juste pas l'information à partir du texte. Donc, c'est le genre de choses qu'on va essayer, tant bien que mal, de produire au mieux. Mais on travaille à partir d'un signal qui a quelque chose, donc l'écrit, qui a perdu toutes ces informations, qui n'a pas ces informations de base. Donc, je vais m'arrêter ici. On va faire une pause d'une dizaine de minutes environ. Pardon, l'organisateur. Donc c'est bien ça. Vous avez des questions? D'accord. Donc, je vais aussi prendre des questions directement. J'ai endormi tout le monde. Oui, une question. L'enregistrement sur les bandes magnétiques, quoi. Ouais, alors l'enregistrement sur les bandes magnétiques, en fait, c'est une technique qui est pas très différente en réalité. C'est-à-dire que vous avez, mieux c'est que je sorte un petit peu de ça. Hop. Donc vous faites passer cette bande-là dans une machine qui va avoir un certain nombre de têtes. La tête d'enregistrement, elle va simplement faire passer un signal électrique au-dessus de ce truc-là. Et ce truc-là, en fait, c'est du plastique sur lequel on a mis des particules de métal. Donc ça va vraiment dépendre de ce qu'on veut faire. Ça va dépendre de l'époque, en fait. Mais généralement, alors je vais vous montrer d'ailleurs. Donc le magnétophone, il a été inventé en 1928 et je ne me rappelle plus exactement de ce qu'il utilisait, mais il n'utilisait pas en fait l'oxyde de fer. Mais après, au bout d'un moment, on s'est dit, bah tiens, l'oxyde de fer c'est plutôt pas mal, et donc on a commencé à en mettre sur les bandes magnétiques. Donc vraiment, l'idée, c'est qu'on a simplement du plastique sur lequel on a été bombardé de l'oxyde de fer.
Après, vous avez d'autres bandes qui vont avoir d'autres métaux qui vont être bombardés dessus. Par exemple, vous avez peut-être entendu déjà parler ou peut-être déjà utilisé des cassettes chrome, par exemple, et tout. Vous avez une mixture avec du produit, etc. Donc, l'idée, c'est ça, c'est que vous avez en fait tous ces éléments magnétiques qui ont été, enfin tous ces éléments qui sont magnétisables, qui ont été posés sur la bande, et vous allez faire passer un courant électrique dessus, qui va les magnétiser du coup. Et il va les arranger en fait d'une certaine manière. Quand vous allez jouer en fait votre signal, vous allez faire l'opération inverse. C'est la bande, elle, avec ses éléments magnétisés, qui va donc passer dans la tête de lecture, dans laquelle il y a un champ magnétique possible, et qui va donc transcrire le champ électrique qui avait été enregistré lors de la magnétisation. Et ça, c'est un truc qui est relativement peu en réalité, parce que les premières idées en fait, de bande magnétique, elles restent directes. D'autres questions? Ouais. Bonjour, j'ai une Ouais. petite question. Après le disque, on dit aussi que le CD, on tue le disque et les plateformes de streaming, Ouais. on tue le CD. Et on voit aussi qu'il y a une reprise de la vente des disques. Ouais. Comment vous expliquer ce phénomène? Alors en fait, c'est avant tout, je pense, un phénomène culturel. Donc le disque, en fait, il y a plein de problèmes. Honnêtement, voilà, c'est un support qui est moins bon que la bande magnétique, qui est moins bon que le CD, qui est moins bon que le numérique, mais qui a été là suffisamment longtemps pour que les gens puissent effectivement l'associer avec des musiques. Après, voilà. Moi, personnellement, je pense que c'est ce qui explique le plus en fait, le regard d'intérêt pour le disque. D'autant, mais parce que aujourd'hui on est sur des domaines de streaming où la musique en fait c'est simplement quelque chose qui apporte des clics, on appuie dessus et tout, mais on n'a pas vraiment de phénomène où on se dit ben ok, ce morceau-là m'intéresse beaucoup, j'ai vraiment un grand intérêt pour ce morceau-là, j'ai envie de l'avoir dans les mains, c'est musique, j'ai envie de pouvoir y associer plus étroitement. Je pense que c'est plutôt ce genre de phénomène qui se produit actuellement. Évidemment, ça reste que des théories, mais c'est un phénomène qui est souvent évoqué pour expliquer la reprise du vinyle. Mais effectivement, le vinyle revient, mais il revient dans des proportions qui sont très faibles par rapport au revenu du streaming. Mais c'est vraiment un retour d'un objet de collection, d'un objet qui suscite simplement l'intérêt parce qu'on peut dire j'aime bien l'artiste, j'aime bien cet album, j'aime vraiment beaucoup cet album, je veux avoir l'objet physique qui retranscrit cet album. Après, il y a d'autres raisons, effectivement, mais c'est absolument ça. En tout cas, d'autres questions? Je propose d'arrêter là alors et faire une petite entraille. Si jamais vous avez envie de venir vous expliquer un petit peu et jouer avec regarder les objets de la photo aussi, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Du coup, c'est bon, je reprends. Donc après cette petite pause, je vais vous présenter vraiment comment est-ce qu'on peut faire pour qu'une machine parle. Et donc c'est ce qu'on appelle la synthèse de parole. Cette synthèse elle peut être faite à partir de différentes choses. Ici, on va se concentrer sur la synthèse de parole à partir de texte. Donc pour qu'on soit tous d'accord, la synthèse de parole à partir de texte, on va imaginer que c'est une grosse boîte noire, ouverte ici. En entrée, on donne un texte à prononcer, par exemple le chat. Et en sortie de notre boîte noire, là-bas, on va obtenir un signal de parole qui correspond au texte en entrée. Et donc, on va avoir vraiment un signal de parole qui dit « le chat ». Alors maintenant, comment est-ce qu'on fait ça? Plutôt d'abord, où est-ce que c'est utilisé? Où est-ce que vous avez déjà entendu de la synthèse de parole? Un premier exemple où vous entendez régulièrement de la synthèse de parole, c'est dans les gares SNCF, parce que la quasi-totalité des annonces, en tout cas celles qui sont faites en fonction des moyens de train, etc., c'est de la synthèse de parole. Pour rappel, ça ressemble à quelque chose comme ça.
Les TGV numéro 8625 et 8025 en... Donc voilà, donc c'est très propre, c'est très naturel, ça ressemble beaucoup à l'humain, mais c'est de la synthèse de parole, et on l'entend notamment en fait quand on change de mots de temps en temps. Donc ce que David appelle la prosodie tout à l'heure, on sent que les mots ils s'enchaînent pas forcément de manière totalement naturelle, c'est un peu haché. Et donc c'est comme ça qu'on sait que c'est de la synthèse de parole. Un autre exemple que vous avez quasiment tous les jours, c'est quand vous conduisez avec un GPS, bah vous imaginez bien que c'est pas quelqu'un derrière qui vous appelle, c'est de la synthèse de parole. Un exemple qu'on a tous entendu aussi, eh bien, c'est simplement la voix de synthèse de Stephen Hawking. Technology has transformed the outlook for the disabled. People like me can now move around independently. Donc, un autre système de synthèse. That you're listening to me now shows what technology can do. Petit problème technique, désolé. Donc, voilà, donc la voix de synthèse de Stephen Hawking, on entend qu'elle n'est pas du tout aussi naturelle que celle de la SNCF, et c'est une technologie totalement différente. Donc on voit bien que là, déjà, il y a différentes manières de faire de la synthèse de parole. Et enfin, l'exemple que vous voyez peut-être de manière quotidienne, c'est si vous utilisez des assistants virtuels dans votre smartphone, du type Google, Siri, etc. Le supermarché est ouvert jusqu'à 21h. Ou votre vol pour Nice est à l'heure. Ou même, vous voulez que je vous appelle? Donc voilà, on est capable de faire des choses qui sont quand même très bonnes en synthèse de parole de nos jours. Et donc on va vous présenter quelques-unes des méthodes qui permettent de faire de la synthèse de parole à partir de texte. Le supermarché est ouvert jusqu'à 21h. Les machines ont pris le dessus, désolé. Ok, c'est bon. Et... Ah on va s'arrêter là, c'est bon, c'est nickel. Donc, on va se placer dans un cas très simple pour commencer. C'est celui, donc, un peu le cas d'étude de la SNCF. On se rend compte que pour la SNCF, par exemple, ils ont des annonces qui sont quasiment toujours les mêmes. Le train, avec un numéro, va arriver en gare de... et le nom de la gare. Donc, c'est un cas d'utilisation très simple ici. Et donc, ça permet de développer un système de synthèse assez intuitif qui consisterait à dire on va demander à une femme de s'enregistrer et de s'enregistrer en prononçant quelques mots. Donc, par exemple, on va lui demander de s'enregistrer à dire le train, à s'enregistrer à dire va arriver à la gare 2. On va lui demander de lire quelques numéros et on va aussi lui demander de lire des noms de villes. Une fois qu'on a tous ces enregistrements audio, on va les placer dans une base de données qu'on appelle un corpus de paroles. Et du coup, au moment de vouloir synthétiser un texte, si je veux synthétiser le train 3600 va arriver en gare de Lannion, j'ai juste à aller chercher dans ma base de données le signal de parole qui dit le train, le numéro 3600 va arriver en gare 2 et Lannion. Du coup, on concatène tout ça et on obtient bien le signal de parole qu'on voulait à la fin. Alors même sur quelque chose d'aussi simple que ça, on voit bien que, en fonction du contenu de notre base de parole, on peut faire autre chose que les simples phrases du type « le train va arriver en gare 2 ». Par exemple, ici, c'était toujours des numéros, à l'enregistrement, c'était toujours des numéros, mais à l'utilisation, on peut très bien faire « le train Saint-Lazare-Lannion va arriver en gare de Guingamp ». Donc on voit bien qu'en fonction du contenu de notre base de parole, on va pouvoir faire plein de choses. Donc l'idée de ces systèmes, c'est qu'on va enregistrer quelqu'un qui dit plein de choses, et à la synthèse, on va venir aller piquer les mots sur notre base de données pour faire la phrase qu'on veut. Alors forcément, c'est une méthode assez naïve, et donc elle a un certain nombre d'avantages et d'inconvénients. L'avantage, c'est que vu qu'on a utilisé de la parole qui était naturelle, enregistrée par une humaine ou un humain, forcément, la parole, derrière, elle va être assez naturelle, elle va vraiment ressembler à l'humain. L'avantage, c'est aussi qu'il n'y a que à concaténer des signaux de parole existants, donc c'est très rapide à synthétiser. Mais vu qu'on concatène des mots qui n'ont pas été dits dans le même contexte, forcément, quand on va venir concaténer nos petits signaux d'audio, on risque d'avoir une prosodie de phrase, c'est-à-dire des mots, comme on avait entendu avec la SNCF, mais de manière pire, c'est les mots qui ne s'enchaînent pas bien avec des pauses, des fois on parle plus fort, des fois on parle moins fort, donc c'est potentiellement étrange à écouter.
Vu qu'on a une base de parole, forcément, on va être limité dans la synthèse à ne synthétiser des phrases qui n'ont que les mots qui ont été enregistrés dans notre base de parole. Donc l'inconvénient principal, c'est ça, c'est la limitation par le vocabulaire. Et une solution possible, c'est de se dire, et si on essaie de concaténer des choses plus petites que les mots, on enlèverait peut-être cette limitation. Alors, quelle solution ce serait? En fait, ce serait de passer à l'unité plus petite que les mots, la plus petite unité de parole, qui est le phonème. Donc, par exemple, un phonème, c'est quand je prononce le mot bateau, c'est en fait la séquence de phonèmes B, A, T, O. On ne peut pas couper plus petit ça. Donc, avant de mettre en place ce genre de système de synthèse, il faut se demander quand même comment est-ce qu'on va lier la parole à cette prononciation. Donc, si je reprends ma phrase de tout à l'heure, le train 6500 va arriver en gare de Saint-Lazare, on rencontre un premier problème qui vous est peut-être pas évident, mais c'est ça, c'est pas des caractères. Ça, c'est des caractères, mais c'est pas vraiment ce qu'on veut. Donc, l'idée, 6500, c'est un chiffre, mais comment est-ce qu'on le lit? Quand la machine, elle voit ça, c'est juste une séquence de chiffres. Donc, est-ce qu'on le lit 6500? Est-ce que c'est une date historique? Et dans ce cas-là, on le lit peut-être 6500? Ou bien c'est juste un chiffre classique et ça se lit 6500? Pareil pour notre acronyme, pour notre abréviation là-bas. Est-ce que je le lis ST. Comme un acronyme? Est-ce que c'est une abréviation d'un mot anglais, le mot street par exemple? Ou bien est-ce que c'est l'abréviation du mot saint en français? Donc on voit bien qu'il y a un besoin ici de normaliser notre chaîne de notre phrase et de venir expliciter en fait, dès qu'il y a une ambiguïté, il faut expliciter qu'est-ce qu'on entend derrière le mot qu'on a écrit. Et ensuite, donc, on peut passer à la phonétisation qui correspond à dire comment est-ce que je lis chacun de mes mots. Alors une solution qui est très simple, c'est de dire j'ai le mot qui est train, mais je sais pas, la machine ne sait pas comment ça se lit. Elle voit juste que c'est la suite de caractères T-R-A-I-N. Et donc, ce qu'on fait, en fait, tout simplement pour lui dire comment prononcer le mot, on va aller chercher dans un dictionnaire, parce que dans la plupart des dictionnaires, on a la définition, certes, mais surtout, on a la prononciation en phonétique dans le dictionnaire. Et donc, grâce à un dictionnaire, on peut boucler sur tous les mots de notre phrase et en déduire que ça se prononce le train 6500 va arriver en gare de Saint-Lazare. Donc voilà, on a maintenant compris comment prononcer la phrase, il faut maintenant générer le signal de parole. Et bien, comme dans la méthode de synthèse précédente, on va commencer par enregistrer la voix de quelqu'un. On reprend toujours la même phrase, on demande toujours à la même personne d'enregistrer la phrase « Le train 6500 va arriver en gare de Saint-Lazare ». Sauf que cette fois-ci, on va le phonétiser, on va essayer d'obtenir la prononciation de cette phrase. Et vient le moment fastidieux d'annoter le signal de parole qui a été obtenu. Donc voilà, on a enregistré la personne, avec le microphone, on a le signal de parole qui est ici. Et l'idée, c'est qu'il y a quelqu'un qui va venir annoter dans le signal où sont chacun des phonèmes. Donc ici, on voit les frontières. Et donc, entre chaque barre verticale, en fait, c'est le phonème. Donc ici, le I va de ici à ici, le E de le va ici. Ici, on a un que, un, etc. Donc c'est un processus assez fastidieux. Quelqu'un qui vient annoter où sont les endroits, où sont les phonèmes dans le signal. Et une fois qu'on a ça, notre base de parole, plutôt que d'avoir les mots entiers, on va venir découper, on va mettre les phonèmes. Les signaux de parole découpés par phonème. Donc ici, j'ai représenté A, 1, E, L, V. Mais bon, il y en a plein d'autres, et vous imaginez bien que, en réalité, on ne demande pas à une personne d'enregistrer juste une phrase, on va lui demander d'enregistrer plein de phrases, et donc notre corpus de parole, il a des dizaines de milliers de phrases. Bon, il y a un grand nombre de phrases, et donc un grand nombre de phonèmes aussi. Donc ça, c'est en amont, comment est-ce qu'on fait pour préparer la synthèse. Et au moment de vouloir synthétiser un mot, tout simplement ici, si on veut venir synthétiser le mot laver, on le phonétise, c'est la séquence de phonèmes E, A, V, I. Et puis on n'a plus qu'à aller piquer dans notre base de données la séquence de phonèmes qui va bien. Donc j'ai plusieurs A, je décide de prendre celui-là, enfin, on commence par le L quand même. Donc j'ai plusieurs L, je choisis celui-ci. J'ai plusieurs A, je choisis celui-ci. J'ai qu'un V,
bah, j'ai pas le choix, je le prends. J'ai qu'un et, j'ai pas le choix, je le prends. Et puis, on va venir les concaténer et obtenir un signal de parole qui correspond clairement à ce qu'on veut. Donc cette fois-ci, l'avantage c'est qu'on n'a plus de limitation de vocabulaire parce qu'on est capable de prononcer n'importe quel mot à partir du moment où dans notre base de données, on a tous les phonèmes de la langue. En français, on en a une trentaine, donc c'est assez simple de les avoir au moins une fois dans notre base de données. Donc l'avantage c'est que comme la précédente, c'est toujours une solution qui est légère et rapide. Mais l'inconvénient principal, donc c'est les mêmes. Les inconvénients, c'est comme avant, on peut avoir le problème de quand on concatène, il se passe des choses un peu étranges et ça sonne pas très naturel. Mais le principal nouvel inconvénient, c'est la notation qui va être très longue et très coûteuse. Alors on a des procédés qui permettent d'automatiser tout ça, mais vous imaginez bien que c'est un procédé très important, donc il y a quelqu'un qui doit aller vérifier manuellement que tout s'est bien passé. Et il y a une question très intéressante qui se cache derrière, que j'ai un peu occultée, mais quand on a plusieurs fois le même phonème dans la base de données, si j'ai plusieurs A, lequel je vais prendre, justement c'est une question de recherche pure, et donc c'est là-dessus sur laquelle l'équipe a travaillé pas mal d'années. Pour l'intuition, l'idée c'est de dire en fait on va aller prendre le A pour le mot laver, on va plutôt tendance à prendre le A d'un mot comme ravi, qui ressemble à laver, plutôt que celui de bateau. On va essayer de prendre des choses qui sont dans le même contexte pour éviter des tas de problèmes. Mais le grand problème, c'est comment est-ce qu'on formalise ça, et donc c'est ça la question de recherche. On a une petite démo très rapidement. Je vais vous faire répéter qu'un seul échantillon, mais si vous êtes curieux, par la suite, vous pourrez venir essayer de jouer avec la donc l'idée, c'est que je vais essayer de lui faire prononcer une phrase. Est-ce que vous comprenez ce qu'elle dit? C'est la grande surprise. Merci d'assister au Café Science. Voilà, on n'est pas aussi bon que la SNCF, très clairement, mais c'est une petite démo qui tourne sur un PC, donc forcément, on n'a pas la même qualité de parole. Donc le PC est ici, donc on pourra tout à l'heure, si vous voulez, synthétiser des phrases de votre choix. Donc il y a des tas d'autres paradigmes de synthèse de parole. Lily va vous en présenter un deuxième. Du coup, jusqu'à présent, ce qu'on a vu, donc, c'était qu'on enregistrait de la voix naturelle et qu'on venait concaténer ces signaux pour leur faire dire ce qu'on voulait. En fait, on a une méthode qui est plutôt pas mal utilisée en ce moment, et qui va se baser sur l'apprentissage automatique. Donc, de façon un peu imagée, on a une grosse boîte qui est un peu bête au début, on va lui donner plein d'exemples, elle va apprendre des choses et après, on lui donne du texte. Et si tout se passe bien, elle nous lit de façon magnifique le texte qu'on lui a demandé de lire. J'en profite du coup pour faire un petit aparté sur l'apprentissage automatique, parce qu'à partir du moment où on dit qu'une machine apprend, en général, on a plein de gros mots qui viennent un peu en tête. On a intelligence artificielle, on a réseau de neurones, et potentiellement, on a un peu d'incompréhension ou d'idée de complexité derrière. Alors que, en fait, le principe de base n'est vraiment pas si compliqué que ça. Donc, en fait, comment une machine apprend? Déjà, je vais faire un petit parallèle, une petite analogie sur la façon dont les enfants apprennent. Donc, bon, je suis pas psychologue, j'ai pas fait de formation en particulier sur l'apprentissage des enfants, mais je pense qu'on a tous déjà observé que les enfants peuvent apprendre par l'exemple. Donc, un enfant, il va voir des belles voitures, des belles camions, à chaque fois le parent va lui dire ça c'est une voiture, ça c'est un camion, et au bout d'un moment, normalement, il est capable de reconnaître les voitures et les camions. Une autre façon d'apprendre aussi, c'est d'apprendre par règle. Donc l'adulte va lui dire un L plus un A, ça fait là. Et donc cette règle-là va aider l'enfant à appréhender le concept. Et donc ensuite, lui, quand il va expérimenter par lui-même, il va assimiler la règle beaucoup plus vite. Donc en fait, quand on parle d'apprentissage automatique, l'intelligence artificielle, en général, on parle plutôt d'apprentissage par l'exemple.
Donc, une façon de le voir, c'est qu'en fait, on peut se dire qu'un modèle, c'est une grosse boîte avec des engrenages dedans. Et ces engrenages-là, ils ont une taille qui est variable. Et donc, au début, la taille, elle est... peu importe la taille qu'ils ont au début. Et en fait, on va avoir une phase d'apprentissage où on va lui transmettre plein d'exemples. Alors, il faut qu'on détermine auparavant quelle tâche exacte on veut faire, parce que c'est quelque chose qui va être très spécifique. Donc là, on va avoir un modèle, par exemple, dont le seul but dans la piste, ça va être de prédire si l'image qu'on lui fournit, c'est une voiture ou si c'est un camion. Et donc, on va lui transmettre énormément d'images de voitures et de camions. Et pendant cette phase-là, il va apprendre, et à chaque fois qu'il va prédire quelque chose, on va lui dire « oui, tu as raison, c'est une voiture », ou « non, tu t'es trompé, c'est un camion ». Et en fonction de ce qu'on lui répond, donc « oui, tu as raison » ou « non, tu t'es trompé », il va venir changer la taille de ses engrenages jusqu'à avoir une disposition d'engrenage qui lui permet de prédire avec une certitude relative que c'est une voiture ou c'est un camion. Du coup, voilà, ça c'était le processus d'apprentissage. Une fois qu'il a appris, la taille de ses engrenages est fixée. Donc la boîte, ça y est, elle marche. Et on espère qu'à chaque fois qu'on lui transmette une photo de camion, il nous dise c'est un camion. Donc si le modèle a bien appris, s'il a eu suffisamment d'exemples et que les exemples étaient tous bons, on espère qu'il ne se trompe jamais. C'est plus un espoir qu'autre chose. Il y a quelques limites aussi. Donc, par exemple, il peut y avoir des biais dans les exemples qu'on lui donne. Si on lui transmet que des images de camions, donc tous les camions qu'on lui transmet sont rouges et de face, toutes les voitures qu'on lui transmet sont de profil et vertes, le jour où il va avoir un camion vert de profil, il va dire c'est une voiture. Donc, si on a des biais dans les données d'apprentissage, il va reproduire ces biais. Si on n'avait pas assez de données d'apprentissage, il aura du mal à généraliser sur de nouvelles images. Une autre limite, c'est que si on lui demande de faire complètement autre chose que ce qu'il est censé faire, il va toujours essayer de faire ce qu'il est censé faire. Donc le jour où on lui montre une photo d'écureuil, il va se dire que, on ne sait pas ce qu'il va se dire, mais peut-être qu'il va se dire que c'est relativement carré, et du coup que c'est un camion. Mais dans tous les cas, il va nous répondre voiture ou camion. Donc voilà, c'était juste un petit parallèle sur l'apprentissage automatique, et je vais transmettre la parole à mon collègue. Alors, comme disait Lily, c'est le processus d'apprentissage. Là maintenant, dans le temps actuel, on utilise beaucoup ça. Vous avez entendu des réseaux de neurones. Voilà, vous pouvez assimiler ces algorithmes, ces modèles-là d'IA, plus même maintenant à des réseaux de neurones qui sont assez grands, assez larges, et c'est un problème. Ça veut dire que c'est un problème aussi lors de l'apprentissage, ça pose beaucoup de problèmes. Dans les approches actuelles, vraiment assez récentes, là maintenant on divise le modèle que vous avez vu, qui est assez grand, on le divise en deux parties. Une partie où on extrait une version intermédiaire du signal de parole, puis on extrait de cette représentation intermédiaire, on va synthétiser la voix qu'on veut. Alors, ces systèmes d'apprentissage basés sur l'apprentissage automatique ont bien sûr leur avantage, c'est qu'on va voir avec les exemples qu'ils ont relativement une bonne prosodie, et aussi, en termes d'annotation, elles sont peu coûteuses, puisque c'est le gros modèle qui va apprendre tout par lui-même. Par contre, c'est des solutions qui sont assez lourdes à déployer. Il faut vraiment des serveurs assez gourmands, et aussi nécessitent beaucoup de données d'apprentissage. C'est-à-dire qu'il faut avoir accès à beaucoup de données et aussi des données propres. Par exemple, ça c'est un inconvénient, pour avoir des modèles qui sont fiables, qui sont assez fiables. Alors, je vais faire écouter dans l'équipe les résultats qu'on a obtenus en français et en breton.
On travaille sur plusieurs langues, mais voilà, c'est pour l'agnon, enfin, on va faire les 2 langues. Alors, ça, pour le français, c'est une voie pardon. Alors, c'est une synthèse. Il y a bien des exemples de cette propagation de son perceptible aux espaces intermédiaires. Oui. Les oreilles. Il y a bien des exemples de cette propagation de son nom perceptible aux espaces intermédiaires. La naissance chasse la course qui attire. Vous voyez bien que la qualité de synthèse, elle est assez impressionnante. Avec les réseaux de neurones, elle est vraiment impressionnante. Vous ne saurez pas dire est-ce que c'est naturel ou synthétique. Par contre, c'est synthétique, je vous assure, c'est vraiment synthétique. Il y aura, si vous avez un petit peu de l'oreille, vous écoutez vous faites un petit peu sur les casques, vous allez vous rendre compte que c'est de la synthèse. Alors, sur le breton, là on travaille aussi sur le breton dans l'équipe. Debret den bit ma son bar kon ma breur. Debret den bit ma son bar kon ma breur. Alors, c'est aussi du breton pour ceux qui comprennent le breton, je ne comprends pas le breton. Alors, vous voyez bien qu'on a fait du chemin. Jusqu'à maintenant, on a parlé avec mes collègues, on a parlé de synthétiser, de générer, d'enregistrer. Mais en fin de compte, quelle est la question qu'est-ce qui a permis aussi de faire évoluer toutes ces technologies-là? Comment on juge ces technologies-là? Ce qu'il y a, c'est qu'en tant que scientifique, lorsqu'on travaille sur il faut faire appel à il faut évaluer ces technologies-là pour voir un petit peu est-ce que ce qu'on a synthétisé donne quelque chose de valide ou non. Ce qu'on appelle l'évaluation. Alors, par contre, quand on évalue, on va évaluer tout d'abord la première chose, le premier terme qui vient à l'esprit, c'est la qualité acoustique, mais aussi la qualité de la synthèse, mais dans un deuxième point aussi l'intelligibilité. On peut avoir quelque chose qui a l'air d'avoir une qualité, ça veut dire propre, mais ce n'est pas intelligible, ça veut dire qu'on ne comprend pas ce que c'est, ça veut dire que la phrase n'apporte aucune information. Il y a aussi la plupart du temps, quand on fait de la synthèse avec une voix cible. C'est-à-dire que la voix qu'on veut. Alors, vous voyez, par exemple, la voix de SNCF, c'est une voix particulière. Est-ce que quand on fait de la synthèse et on la compare avec la naturelle, les deux voix se ressemblent. C'est-à-dire qu'on a atteint la même voix. On a ce qu'on appelle une similarité. Il y a une ressemblance. Pour l'évaluation, on a dans un protocole d'évaluation, on a deux protocoles qui sont distincts, l'évaluation automatique et l'évaluation perceptive. Alors, qu'est-ce que c'est que l'évaluation automatique? Dans l'évaluation automatique, on va fournir à un système lambda qui va mesurer entre ce qu'on a synthétisé et ce que l'échantillon est naturel. Et il va nous donner un score. Alors, l'avantage avec cette approche-là, c'est qu'elle est relativement simple, au sens où, si on a assez d'échantillons, c'est facile à mettre un algorithme qui va mesurer la distance qui sépare ce qu'on a synthétisé du naturel. Mais le fait que ces mesures automatiques, vous en doutez bien que la parole, elle est tellement riche, et aussi, elle est tellement riche qu'on n'arrive pas à la mesurer d'une manière objective. Certes, ce score-là est assez important, mais il est indicatif, mais il est insuffisant. C'est pour ça qu'on utilise la deuxième méthode, ou l'évaluation perceptive. Là, on va demander à des humains de tester, d'évaluer, de juger les échantillons. Mais cette technique-là comporte beaucoup de limites. Et c'est la plupart des recherches qui se font maintenant, la grande question, comment évaluer d'une manière vraiment pertinente les échantillons, les systèmes de synthèse. Parce que non seulement les testeurs sont biaisés par la question, formulation des questions,
comment elle est formulée, mais aussi leur identité, c'est-à-dire que sachant que selon qu'ils ont leur âge, mais aussi leur génération, leur identité ethnique, tout ça joue, mais aussi les stimuli, aussi les échantillons de synthèse, aussi comment leur qualité va dépendre. Et le plus grand problème aussi de ce genre d'évaluation, à la fin, des fois, on n'arrive pas à interpréter les résultats, tellement que ça part dans tous les sens. Quand on n'arrive pas à interpréter, on se dit qu'est-ce qu'on va interpréter, quelle est la conclusion à partir de ces évaluations. C'est tout la problématique de... alors, il y a d'autres choses qu'il y a, c'est que lorsqu'on fait un protocole d'évaluation subjectif ou perceptif, et ce qu'il y a, c'est qu'on va... Le problème, c'est qu'il faut bien le préparer, parce que, la plupart du temps, on ne peut pas le reproduire. C'est-à-dire qu'une fois que les gens les testent, même si on leur demande une deuxième fois, on ne peut pas leur demander une deuxième fois de faire le même test. C'est biaisé. Et c'est coûteux, c'est très coûteux. C'est-à-dire que demander aux gens de faire, ça prend des fois une demi-heure à 45 minutes. Dès que ça dépasse un certain temps aussi, il y a des effets cognitifs. C'est-à-dire qu'il y a l'effort cognitif d'écouter des échantillons. S'ils sont de mauvaise qualité, ça veut dire cognitivement, on aura besoin beaucoup d'efforts pour les écouter. Il y a beaucoup, c'est onéreux pour les testeurs. Et je ne vous parle pas des biais cognitifs qui va miner, on va dire, tout le processus d'évaluation perceptive. Alors, d'ailleurs, je profite pour faire de la publicité pour nous. Alors, ce qu'il y a, c'est que de travaux pratiques, on a actuellement un test subjectif qui est en cours. Si vous voulez avoir un petit peu de travaux pratiques, voilà. Vous pouvez faire un petit peu. Voilà, pour nous, ça va beaucoup nous aider à un petit peu améliorer nos systèmes et aussi à comprendre des choses. On ne fait pas des choses juste pour améliorer nos systèmes, mais aussi pour comprendre. En tant que scientifique, la compréhension est plus importante. Voilà. Je crois qu'avec ce qu'on a vu tout au long de nos exposés, c'est que oui, les machines peuvent parler, comme nous, on ne sait pas, mais elles peuvent parler. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Bon, ça peut être cassé parfois les tests perceptifs, mais en fait, ça peut être bien aussi. Donc, n'hésitez pas à en faire. Oui. J'ai une question par rapport à l'évaluation objective ou automatique de la synthèse de parole. Quels sont les critères, quelles sont les valeurs qui sont mesurées? Est-ce que c'est des critères qui sont pertinents aussi par rapport à des effets psychoacoustiques? Alors, je vais commencer une réponse. Les collègues peuvent compléter s'ils le souhaitent. Mais en fait, techniquement, l'idée en fait, de la synthèse par sélection d'unités que vous avez vu tout à l'heure, quand il y avait plusieurs audios, enfin plusieurs par exemple phonèmes différents, et qu'on allait les combiner, aller prendre celui qu'on voulait, qu'on préférait, pour des raisons d'autres. L'idée, en fait, de décider quel phonème est le plus adapté ou quelle suite de phonèmes sont le plus adaptés à un instant T, c'est justement pratiquement le même problème en fait, que l'évaluation objective. Et en fait, ce problème-là, encore aujourd'hui, il n'est pas résolu. Donc, en fait, ça signifie que la réponse, c'est que il n'y a pas... il ne faut pas vraiment trouver... On n'a pas vraiment trouvé de corrélation parfaite entre les évaluations objectives et les évaluations subjectives, par exemple, perceptives, qu'elles soient subjectives ou pas, parce qu'effectivement, on n'est pas capable de décrire parfaitement ce qui va se passer dans la psychologie humaine pour juger un signal. Donc il y a des méthodes qui sont des méthodes perceptives qui essaient en fait de passer outre ce problème. Par exemple, il y a des modèles qui vont essayer de faire un os comme un humain.
Donc, on peut citer par exemple un modèle qui s'appelle MOSNet, qui est un gros réseau de neurones qui essaie de donner un score MOS, un score d'évaluation perceptive à un certain nombre d'audio et qui, enfin, somme toute, se débrouille pas trop mal pour l'instant. Il y a une marge d'amélioration, mais qui se débrouille pas trop mal. Donc, il y a des méthodes comme celle-ci, effectivement, où on a quand même, enfin, on utilise quand même des méthodes objectives pour analyser les performances de nos systèmes, effectivement, mais on doit le faire en sachant que il y a quand même une certaine différence avec les résultats des évaluations. Je ne sais pas si certains d'entre vous veulent compléter. Pour un petit peu préciser une réponse. Point sollicité que David a fait, c'est qu'on essaie de, pour l'évaluation objective, on fait plusieurs évaluations pour un petit peu couvrir les différents angles de la parole, le spectre de la parole. C'est-à-dire qu'on va faire des mesures dans le sens d'intelligibilité en faisant de la transcription automatique. On va transcrire de manière automatique la parole, et si la transcription correspond à ce qu'on voulait synthétiser, on va dire qu'on est proche. Oui, il y aura des erreurs, mais c'est rien. C'est-à-dire qu'elle est relative. On va pondérer avec les erreurs aussi qui sont liées à la transcription. Pour la prosodie, on va prendre les représentations symboliques de la prosodie, c'est-à-dire que les hauteurs, par exemple, le signal a une énergie assez importante à un moment donné, on va les symboliser, on va donner des labels, et aussi le naturel et celui de synthétiser, on va les comparer. Donc on va voir un petit peu, on va s'approcher. On va se dire, il n'a pas très loin, c'est-à-dire qu'il arrive quand même à faire des choses. Mais le problème, c'est que dans l'évaluation objective, c'est que quand on a, c'est le fait où on met le seuil, c'est-à-dire que tout est relatif. Et ce qu'il y a, c'est que le seuil dans un score, quand on a un score, on n'arrive pas à l'interpréter. On ne sait pas où le seuil va commencer, que là on est très proche. Des fois, les seuils sont assez grands, puisqu'il y a des intermédiaires qui se mettent en place lorsqu'on fait de l'évaluation. Ce que je vous ai dit, par exemple, les labels, c'est des intermédiaires. Et ces intermédiaires-là aussi ont des erreurs. Ça veut dire qu'il y a un cumul d'erreurs, il y a un enchaînement d'erreurs qui va se mettre en place. Et tout ça fait que l'évaluation objective reste assez... Mais, comme je vous disais, c'est un bon indicateur. C'est ce qui nous a permis quand même de faire des choses. Avant de faire une évaluation subjective, on passe toujours par une évaluation objective qui nous dit, OK, on a cette qualité, on peut l'évaluer subjectivement sur ces paramètres qu'on n'arrive pas à évaluer. Merci. Oui. Du coup, merci pour la présentation. J'ai une petite question dans le corpus de parole. Par exemple, on fait enregistrer beaucoup de personnes qui ont beaucoup d'accents. Je prends l'exemple du mot rose. Comment ça se passe pour qu'au niveau de la phase phonétisation, dans la recherche de la base de données, que ça va chercher plutôt rose ou faire une combinaison des deux. Merci pour la question. Du coup, on parle de quand on fait de la sélection d'unités, donc c'est-à-dire quand on essaye de découper un signal et de le recoller, c'est ça. Dans ce cas-là, en fait, bien souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on a un seul locuteur, et donc ça évite beaucoup de problèmes parce que ce locuteur, il va toujours avoir le même accent. Et donc, en fait, on peut faire la phonétisation en fonction de l'accent de cette personne. Parce qu'en général, les gens s'expriment de manière consistante. Donc, si cette personne a un accent du Sud, tous les O seront plutôt des O ouverts, ce ne sera pas des O fermés, ce ne sera pas des O, ce seraient des O. Et donc, on peut le prendre en compte dans la phonétisation, tout simplement. Effectivement, pour la sélection d'unités, ces problèmes spécifiques ne sont pas des problèmes, mais pour toutes les approches plus modernes sur la base de l'apprentissage automatique, par contre, ça peut poser des problèmes, pas pour la synthèse pure elle-même, mais simplement pour annoter les données en amont en fait, de l'apprentissage. Là, vous pouvez avoir des corpus multilocuteurs avec des dizaines, des centaines, des milliers de locuteurs qui vont avoir vraiment leur propre spécificité. Et en fait, du coup, on va avoir, par exemple, c'est de la phonétisation
qui va être pensé de façon assez généraliste, c'est vrai, il peut faire des choses qui vont être bonnes dans la plupart des cas, mais qui peuvent s'avérer être une erreur parfois. Alors, l'avantage aussi de l'apprentissage automatique, c'est que généralement, quand on arrive à évacuer un certain nombre d'erreurs quand ça n'arrive vraiment pas très souvent. Ça arrive une fois surtout dans mon apprentissage, probablement que c'est en simplifiant. Mais parfois, donc, on peut rattraper ce genre de problème. Mais il n'en reste pas moins. Ça reste vrai que les données peuvent être impactées par justement le fait qu'on a certaines spécificités qui ne sont pas vraiment bien gérées, par exemple par la méthodologisation ou autre chose. Oui. Je ne sais pas si on va m'entendre. Alors, tout à l'heure, on a dit que pour le gramophone, il y avait une symétrie entre enregistrer le son et le restituer. Est-ce qu'il y a la même symétrie pour synthétiser la parole à partir du texte et resynthétiser le texte à partir de la parole, ou est-ce que c'est très différent? Alors, en fait, c'est une excellente question. Parce que, donc, quand on va parler de synthèse de la parole, souvent les gens vont faire des références à la reconnaissance de la parole. Souvent, on va dire, il y a cette personne-là, elle fait de la synthèse, mais aussi elle a fait de la reconnaissance de parole, etc. Et en fait, il y a des moments dans l'histoire de la recherche de la parole où, effectivement, on a des trucs qui étaient singulièrement différents de ce qui se faisait en reco. Mais il y a eu d'autres périodes, et là on est dans une actuellement, où justement on fait à peu près la même chose, on exploite des choses qui sont relativement similaires. Alors malgré tout, il y a quand même une certaine différence, parce que d'un côté, quand on fait de la synthèse de la parole à partir du texte, parce qu'on peut faire de la synthèse de la parole à partir d'autres choses, on va partir d'un truc en fait, qui a beaucoup d'ambiguïté, qui ne décrit pas suffisamment bien ce qu'on veut faire. Donc, ce que je disais tout à l'heure, quand on parlait de prosodie, quand on parlait même d'erreurs de prononciation, etc. Donc toutes ces choses-là, en fait, elles sont reposées d'une certaine manière dans le texte. Parfois, certaines informations sont absentes, parce qu'on peut voir en fait la différence entre parole et texte comme une sorte de compression. Donc si vous prenez de la parole et que vous la traduisez en texte, donc vous faites de la reconnaissance de la parole, vous allez en fait compresser les informations avec perte, c'est-à-dire que vous allez aller chercher en fait une chaîne phonétique, vous allez la transcrire, la traduire en mots du français par exemple, ou de l'anglais ou quoi que ce soit, et vous allez évacuer plein d'informations, en fait, toutes ces informations justement de prosodie qui étaient importantes. En fait. Donc quand vous essayez après de prendre ce même texte que vous avez traduit avec la reconnaissance et que vous essayez de générer de la parole, là on se dit mince, il manque la moitié des trucs. Donc les techniques de base aujourd'hui, et ça a été vrai avant et ça continuera certainement à être vrai, elles sont basées sur les mêmes, sur les mêmes méthodes, mais il y a effectivement quand même un certain nombre de différences en fait, qui sont apparues. Notamment dans l'évaluation, par exemple. L'évaluation, la reco, c'est-à-dire transcrire la parole vers le texte, dans la communauté reco, transcription, on n'a pas besoin vraiment d'évaluation subjective. On compare les deux textes. Donc, subjective, ça veut dire évaluation perceptive. Donc, on n'a pas besoin de gens dire texte, non, et juste on prend le texte d'origine, normalement ce qui est attendu, et on le compare avec le texte qui a été généré. Voilà. Alors que dans la parole, et je rejoins ce que disait David, c'est le fait que la parole elle est beaucoup plus riche que le texte. Ça change avec les emojis. Et elles produisent la prosodie. Vous avez votre question, on va d'abord adresser les conférenciers, puis on va adresser les questions. Donc, je vais prendre le critère de satisfaction.